Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Carlo, aujourd'hui, on reçoit Louis-François Marcotte. Je suis curieuse de savoir pourquoi Louis-François Marcotte peut être un bon invité aujourd'hui. Ben pour plein de raisons. Les dérangeants, on reçoit du monde qui sont dérangeants à leur façon. Des fois entrepreneurs, des fois non. Lui, il est tout ça. Il est connu, c'est un entrepreneur, donc il a des entreprises, il y en a eu, il en a vendu. Il est en lien avec le thème aussi de la pas de chicane dans ma cabane. Donc je serais pas surpris qu'il y ait eu des conflits dans sa carrière d'entrepreneur. Puis en même temps, ben les chefs, c'est un monde qui est en pleine mutation. Là, il y a pré-pandémie, pandémie, post-pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec lui. Puis il a l'air d'être un bon gestionnaire. Je le sais pas, là, mais je pense que le côté gestion en cuisine, il l'a parce que son émission de télé, il amène ça aux gens. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de le rencontrer pour gratter tout ça. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier. Et à chaque épisode, j'ai à mes côtés 3 de nos jeunes PDG et avec moi aujourd'hui en studio, Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine. Alex Menti, entrepreneur en série. Salut Catherine, comment ça va? Ça va bien, toi? Top shape. Et Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Maths et Mots Monde et aidersonenfant.com. Bonjour. Catherine, c'est un honneur. Moi aussi, je suis très, très contente de vous retrouver. Et justement, restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite le thème de notre CA aujourd'hui. Le thème, c'est pas de chicane dans ma cabane. On le sait, la société québécoise, on est connu pour éviter les conflits. Et je me demande si, à la tête d'une entreprise, on est capable d'avoir une relation sans conflit avec ses employés, avec ses associés. Moi, je pense que c'est presque impossible. Et j'ai vraiment hâte d'entendre mes 3 dérangeants d'aujourd'hui. On commence avec les PPP, les primaires, les plugs, les potins. Noah, comment ça va? Ça va, Catherine. Mais je dirais ça va assez bien. Ça commence à mieux aller. Je vais ajouter une 4e P aujourd'hui, c'est un partage. Et j'ai lu un article dans la presse tout récemment où le PDG de Connect & Go, Dominique Gagnon, il parlait un peu de l'épuisement des entrepreneurs. Et j'avoue, j'étais fatigué à la fin de l'année 2022 et je suis fatigué en début d'année 2023. Je sais pas pour vous, les autres entrepreneurs, les autres personnes, mais je voulais juste partager parce que j'avais partagé ce sentiment avec quelques amis tout récemment et tout le monde racontait un peu la même chose, que le début de l'année, c'était un peu plus lourd qu'attendu. On prévoyait peut-être que les choses allaient un peu mieux, mais on a juste des mauvaises nouvelles autour de nous. On regarde les guerres mondiales, une récession, des problèmes ici, des problèmes là-bas. Et je sens un peu brûlé, mais comme un ami vient de dire, je suis dangereusement en forme en même temps. Et j'ai envie de vraiment reprendre l'année, de reprendre mes anciennes habitudes, de sortir plus de la maison. Et je pense que ça va prendre un peu un effort cérébral, un effort mental, de vraiment nous aider à changer nos façons de penser et devenir un peu plus positifs dans la vie. Alors, désespérez-vous pas, c'est que le début de l'année et j'espère et je pense que les choses vont mieux aller. Alors ça, c'est mon partage du début de l'année. Carlo? Moi, je surfais là-dessus parce qu'on ne s'est pas parlé de ça, mais récemment, dans un dîner, un ami à moi, Alexandre, pour ne pas le nommer, du groupe RP qu'on a déjà eu comme partenaire au Dérangeant, me disait comment ça va. Je dis écoute, j'ai l'impression de plus être en contrôle de mes journées, de mes heures. Puis là, il me posait la question, OK, mais comment va ton adjointe? Parce qu'il y a 2-3 ans, j'avais dit écoute, je pense que j'ai besoin d'un adjoint, d'une adjointe. J'ai l'impression. Puis je l'ai toujours pas fait ce move-là. Puis là, il m'a piqué. Le soir même, j'ai lancé une offre d'emploi informelle sur Facebook pour essayer de trouver quelqu'un un peu de mon entourage. Donc, ma plug aujourd'hui, c'est que j'étais à la recherche d'un ou une adjointe. Fait que c'était quelqu'un de curieux, débrouillard, intense, qui aime la mission qu'on a, organisé, bon communicateur. Envoie ton CV, communique avec moi, puis on verra bien. En fait, j'ai une série à te faire suivre. Oui. Est-ce que c'est le même critère que tes autres employés, 60 ans et plus? Ou C'est sûr. Ça, c'est comme un critère. Mais je dois te dire, j'ai été contacté par des gens
que leur première question, c'était « Bonjour, j'ai vu que vous étiez intéressé. C'est quoi les conditions? » Et je réponds tout le temps super vaguement. Puis là, ils me répondent « Ah, OK, je cherche autre chose. » Puis je réponds « De toute façon, je t'aurais pas embauché. Abordez-moi pas en me demandant les conditions. » direct comme ça? Oui. Ben, j'étais poli, là, mais j'étais comme... By the way... Tu donnes le goût, là. Non, mais by the way, je vous aurais pas embauché. De toute façon, vous êtes même pas intéressé au poste, à la mission, à rien. Vous me demandez les conditions. Abordez-moi pas comme ça marche pas. Mais pour éviter ce problème dans le futur, veux-tu partager les conditions live sur Ronde avec nous? Non! Là, je vais te dire, la personne écoute les dérangeants, mon futur adjointe, c'est... Intéresse-toi à ce qu'on fait. Juste que tu me stalks sur les réseaux sociaux, va voir aider son enfant, va voir mon LinkedIn, va voir ce qu'on fait, puis pose-moi des questions pertinentes. Là, je vais faire, OK, elle a fait son travail. C'est ce qu'on faisait dans le temps quand on se cherchait un emploi. C'était pas mal la base. Exactement. Je pense que le monde a changé. Mais moi, je veux les vieux, c'est ça. C'est ça. Alex, comment ça va, toi? Ça va super bien, Catherine. Écoute, je veux profiter de ce moment-là pour souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de l'équipe, notre nouvelle recherchiste, Sandrine Deschênes. Première recherche aujourd'hui, puis le travail est exceptionnel. Je pense qu'on est tous satisfaits, messieurs, dames. Correct, oui. Correct, ouais. Ça fait mon affaire. Si on dit qu'on est super satisfait, au jour 1, il n'y a pas de place à amélioration. Non. En tout cas, elle est bonne. Green, ça va elle bien. va faire ses classes. Non. Ça va super bien. Non, ça va super bien. Donc, voilà. Bienvenue dans l'équipe. Alors, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec Louis-François Marcotte, entrepreneur en restauration. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires, passer de rêveur à entrepreneur. Visitez qgda.ca. Notre invité aujourd'hui roule sa bosse dans l'industrie de la restauration depuis plusieurs années déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Il s'est lancé dans une nouvelle aventure en 2019 en ouvrant le café chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire avec sa conjointe Patricia Paquin. Et ils ont décidé d'embaucher de jeunes employés vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Et comme si ce n'est pas assez, il anime aussi une web-série qui s'intitule « Aide demandée » depuis 3 ans, où il vient en aide aux restaurateurs, c'est-à-dire qu'il répare des restaurants. Alors, ce ne sont pas les projets qui manquent. Bonjour, Louis-François Marcotte. Bon matin. Il y a aussi une nouvelle microbrasserie, nouveau projet qui s'ajoute. Je suis associé avec une gang de Magog, la microbrasserie des Cantons, qui est une bière qui existe déjà dans le marché depuis plusieurs années, qui voulait avoir son pied à terre, donc son brew pub ou son restaurant, qui est la formule maintenant qui fonctionne le mieux pour mettre en marché des bières. Donc, tu sais, de vraiment avoir un point d'attache, un port d'attache où les gens peuvent consommer, manger avec une image de marque sur place physique. Tu sais, c'est plus que juste une canette en épicerie, là. Louis-François, est-ce que tu te vois plus comme un gestionnaire, comme un chef? Ça serait quoi ta définition de toi-même? Entrepreneur, je pense que c'est devenu ça au fil des années. Je vais rester un cuisinier toute ma vie. Tu sais, il reste que mon métier, ma formation, c'est ça, mais ça m'a amené à faire de la business puis à faire... puis ça, je pense que c'est un parcours atypique que j'avais pas prévu, qui est dur à prévoir parce qu'on connaît peu de jeunes dans nos entourages qui se disent hey, « moi, je vais être entrepreneur un jour. » tu sais. Ouais. Surtout il y a 20 ans. Oui, exactement. Maintenant, c'est un peu plus mainstream, un peu plus végétarien. Accessible, peut-être, ouais. Puis, fait que pour moi, c'était pas... pour répondre à ta question, je pense que je suis entrepreneur. Gestionnaire, je trouve que c'est bien sérieux comme terme. OK. T'es pas sérieux? Non, oui, non. Dans le sens où gestionnaire, pour moi, c'est plus carré, c'est plus de fichiers Excel. Il y a ça un peu dans moi, mais il y a aussi le créatif, les idées. Puis ça, c'est moins de gestion pour moi. C'est plus d'idées de marketing. Tu sais. Dans la web-série Aide demandée, on l'a dit un peu plus tôt, tu aides les gens à réparer leur entreprise en restauration. Il faut quand même être un bon gestionnaire pour pouvoir aller aider les autres. Oui, tout à fait. C'est le bout gestion où ça embarque, mais c'est souvent par là que ça passe aussi pour les réparations. Tu sais, les idées, on en a toutes. Des bonnes idées, on peut en mettre sur la table plein, mais tu te ramasses à un moment donné, il faut les gérer, ces idées-là, il faut les mettre dans un carré pour qu'ils soient rentables un jour. Et quand vous arrivez dans un restaurant et vous regardez, c'est OK, je dois réparer le restaurant, sont quoi les facteurs que vous évaluez? Sont quoi les forces? Vous regardez les faiblesses dans le restaurant? Comment vous avez un peu de temps d'évaluer un modèle d'affaires, un menu, toutes leurs pratiques? Alors, vous commencez par où?
Je commence par gagner la confiance des gens avec qui je vais travailler sur ce projet-là. Ah, c'est consultant, je vois. Parce que c'est vraiment le côté où je vais demander à des gens qui me connaissent pas, j'arrive avec une caméra, des caméras, puis tu sais, c'est de la télé. Ils se mettent à nu, là, devant ouais, toi. mais tu veux pas qu'il y ait l'impression que c'est un show de TV. Parce que si je veux vraiment les aider, faut que je prenne le temps de comprendre c'est qui ces gens-là, de comprendre la business, comme tu l'as dit. Après ça, rapidement, ça passe par les chiffres. Tu sais, ça devient... Le modèle d'affaires est établi. Les gens ont une business qui fonctionne, qui a des problèmes à certains égards. Fait que les chiffres vont beaucoup parler. Après ça, il y en a, c'est physique aussi. Il y a des restaurants qui ont des problèmes techniques physiques. Fait que tu sais, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir puis de jaser, de visiter le restaurant, de le comprendre, de passer du temps un peu. À quel point il est important le lien avec la vision de l'entrepreneur? Parce que, tu sais, il y a l'humain derrière, puis leur mode de vie envisagé ou leur objectif à long terme. Parce que, tu sais, le modèle carré, chiffre de modèle d'affaires, tu sais, c'est une recette, revenu, dépenses. Exact. Mais à quel point tu prends le temps, ou c'est important de prendre le temps d'être en adéquation avec le human qui gère l'entreprise puis où il veut aller? Ben moi, c'est top of the line parce que si je veux que ça fonctionne à long terme, je peux faire tu sais, on peut rentrer dans une business et dire OK, ta rentabilité puis squeezer ses chiffres, mais si le gars il a pas de fun, il a plus de fun puis il perd la flamme, ça va jamais durer. Fait que ça, je l'ai découvert, je te dirais, à l'année 2,5, là, tu sais, dans le sens où l'année 1, ben, on était en pandémie, on était très réactionnel, on gérait des crises. C'était vraiment sauver les entreprises, là, plus que de les réparer. Oui, exactement. Puis j'arrivais avec l'œil extérieur dans une région qui, eux autres, dans ce coin-là, il n'y a rien, il n'y a pas de traiteur, de l'intervention. Après ça, quand tu travailles sur un modèle, je travaille avec des gens sur la Rive-Nord là, qui ont un café qui fonctionne depuis 5 ans. Mais eux autres, quand ils m'ont approché, c'était vraiment on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on en fait un autre ou on met en marché nos jus? Tu sais, ils étaient vraiment sur une croisée des chemins pour de la croissance. Puis là, ben, la question qui est venue rapidement, parce que c'est une femme, mais son chum est en arrière, c'est « As-tu vraiment le goût d'en faire un autre? Es-tu capable émotionnellement de dire « Je vais lâcher le morceau sur telle affaire pour faire un deuxième restaurant? » Puis là, elle s'est posé la question tout le long, puis la réponse une journée, c'était « Oui, non, oui, non, oui, non. » Moi, j'ai fini la saison avec eux en disant « Arrêtez d'y penser, faites-le. » Parce que je pense qu'ils sont capables techniquement. Mais c'est le temps qui a fait ça. À la fin, j'ai appris à les connaître. Mais moi, ça, ce que je vous raconte là, ça m'anime au bout parce que c'est exactement ce qui a été demandé. Tu fais, c'est que tu sais, il n'y a pas juste des chiffres, ça passe par là, mais il y a de l'humain fort, fort, fort là-dedans. Alex? Comment tu choisis les restaurants que tu vas aider? Est-ce que tu regardes avant un peu le big picture, puis il y en a qui disent non, regarde, toi, on sera pas capable de t'aider, ça va fonctionner. Comment tu choisis ces dossiers-là? Ben, pour être bien honnête, on n'a pas une tonne d'applications parce que c'est quand même un milieu, puis tu sais, je pense que c'est pas juste à la restauration, c'est très orgueilleux. Les gens appliquent, mais tu sais, quand t'as un restaurant puis que t'es hot au centre-ville, là, même si tes chiffres sont de la merde, là, tu restes hot. t'es hot pareil. Mais c'est dur de lever la main puis de dire ça va pas bien, j'ai besoin d'aide publique. C'est dur à faire en privé. Moi, je l'ai misère à le faire en privé. Dans la vie en général, effectivement. Fait que pour moi, ce côté-là de recrutement est super intéressant parce que des fois, tu te dis, OK, là, on veut sortir de Montréal ou là, cette année, on en voulait à Montréal. Je voulais avoir un restaurant à Montréal. Les gars qui l'ont fait, c'est 3 associés. Ça commence là, bientôt. Puis les autres, ils font du poulet frit. Ils ont été super hot pendant la pandémie. Ils ont été partout sur ces plateformes de médias sociaux. Tu sais, je me dis, voyons, ces gars-là ne marchent pas. Mais tu sais, financièrement, il n'y a aucune structure. Puis là, c'était beaucoup sur l'approvisionnement, sur le produit. Mais moi, ces gars-là, je trouve ça tellement sharp qu'il est embarqué parce que ça va donner aussi l'image que ça peut ne pas bien aller. Est-ce que Louis-François aurait appelé cette émission-là dans le passé pour un de tes restos? Je te dirais que maintenant, oui, il y a 15 ans, non. OK. Clairement pas il y a 15 ans. Par orgueil? Oui, pas par orgueil. Parce que tu sais, plus jeune, là, je vais dire, dans la vingtaine, là, invincible. You're a rock star, là, tu sais, exactement. T'es invincible. Il y en a pas de problème. C'était très glamour d'être restaurateur, d'être chef, d'avoir un restaurant. Ben, moi, je suis rentré dans une période drôle parce que moi, j'ai eu mon premier restaurant à 20 ans, un peu par erreur, mais tu sais, je raconte tout le temps. Tu sais, il n'y a pas un cuisinier que je connais qui sort d'une école de cuisine qui ne veut pas avoir son restaurant. OK. Tu sais, y a pas, ça, c'est comme le côté glamour peut-être où, tu sais, que tu veux atteindre. Après ça, la réalité d'avoir un restaurant, c'est tout autre. Puis c'est pas tous les chefs qui sont entrepreneurs. Là, le squeeze se fait là, tu sais. Après ça, moi, j'ai eu un restaurant rapidement, mais j'ai fait plein d'erreurs.
Puis après Ça, c'était le local? avant ça, Avant le Saint-Péchic, local? à Verdun, ouais, OK. ouais. Puis dans cette période-là de Saint-Péchic, j'ai commencé à faire de la télé aussi. Fait que la télé est rentrée médiatiquement en parallèle dans ma vie. Fait que j'avais les médias, puis j'avais la business qui était tout le temps un à côté de l'autre. Puis est-ce que c'était pas une force? C'est-à-dire parce que les médias, c'est payant, puis c'est la visibilité qui amène du monde aussi. Fait que assurance financière avec les médias, plus du monde qui vient dans ton resto? Les médias, c'est un couteau à deux tranchants. Whatsoever pour un entrepreneur. Parce que t'es connu, tu fais un hamburger, les gens vont venir. Mais si c'est pas ça coche, les gens viennent plus. Fait qu'il faut que tu sois capable de prendre ce volume-là d'affaires. Les gens ont des plus bien grosses attentes faire. parce que t'es connu. Ben, ils ont des attentes. Ouais. Mais, tu sais, si je suis connu puis mon restaurant est pas bon, ben, c'est doublement. Ça la fait pente doublement descendante, mal. C'est ça, exactement. Fait que la critique, elle fait 2 fois plus mal parce que les gens connaissent le nom sur la pancarte. Puis ça, c'est dangereux. Ouais. Noah, t'avais une question? Et je pense que les gens oublient que on voit souvent les restaurants comme un projet de passion. On voit des chefs qui veulent se lancer en affaires et avoir une entreprise, un restaurant. Mais on oublie derrière ça, c'est une business. Il faut gérer ça comme vous avez une chaîne de valeur, vous avez des employés. Il y a beaucoup à penser, beaucoup à gérer le marketing, votre image. Et avant de commencer l'enregistrement, on avait parlé un peu des dérangeants et vous avez utilisé la phrase « je n'ai pas assez de data ». Et je me demande, je vous entends parler des entrepreneurs qui voulaient avoir un restaurant de poulet frit à Montréal, mais est-ce que les chefs évaluent les vraies opportunités d'affaires? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires et est-ce qu'il y a Une étude de marché? une étude de marché, un incubateur pour les restaurants qui les aide à vraiment analyser l'opportunité d'affaires? Ou est-ce que ça doit être fait par essai-erreur? En fait, il n'y a pas d'incubateur. Il y a pas ce que tu dis là est très bon parce que si tu regardes les business de restauration sérieusement, c'est beaucoup d'essais-erreurs, effectivement. Puis c'est une business, c'est un lifestyle pour bien du monde. Ouais. Là, je parle des chefs qui veulent leur restaurant, mais dans vos entourages, là, qui n'a pas dit un jour, hey, moi, un jour, je vais avoir mon restaurant. Parce que ta recette à spag est super bonne, tu es capable de faire ça pour 400 personnes. Ça fait pas de toi un restaurateur. Et donc, c'est Catherine, sa recette à spag. Ah, c'est bon, ça va. Et donc, le côté passion est là, est nécessaire parce que c'est un produit qui se doit d'être rempli d'émotions, la restauration, tu sais. Mais de l'autre côté, ça a fait beaucoup qu'il a manqué de structure au fil des années. Je pense que la restauration au Québec, en plus, c'est un produit qu'on consomme, mais moi, je me compare beaucoup à l'Europe, beaucoup moins qu'à l'extérieur. T'sais, on n'a pas le même budget pour dépenser au restaurant qu'à Paris. On mange pas de la même façon. On change beaucoup là-dessus. C'est moins valorisé. De plus en plus, mais c'est pas quelque chose d'il y a 20 ans, il y a 15 ans, la restauration, c'était pas être chef ou être restaurateur, c'était pas un métier noble. Moi, quand j'ai commencé, ce que je disais tantôt, c'est que à 20 ans, quand j'ai commencé à faire la télé, c'était comme, Jamie Oliver était hot en Europe, puis il commençait à rentrer aux États-Unis. Puis Jamie Oliver, c'était comme superstar. Là, il y en a là, des chefs à Netflix, les chefs table de son. Fait qu'on apprend beaucoup sur la restauration. On s'est ouvert là-dessus. Ce qui fait que, d'après moi, la pandémie, il y a aussi un breakdown qui va faire que là, les modèles d'affaires vont s'évaluer plus avant de se mettre en marché. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup des restos comme étant des restos, un propriétaire qui a un restaurant. Il y a des chaînes de restos, puis tu as collaboré avec la Cage Brasserie Sportive. Deux questions. Est-ce que là, il n'y a pas plus le côté très carré de la business, opportunité d'affaires, revenus, dépenses? Puis comment tu fais pour amener de la passion là-dedans? Parce que là, c'est des franchisés ou c'est des propriétaires exploitants. C'est une autre game. Comment ça se joue dans ces grandes chaînes-là? Ben, effectivement, pour répondre à la première question, c'est un monde beaucoup plus structuré. Tu le vois. Moi, la vraie business, là, de l'approvisionnement, de la gestion de coûts quotidienne. Tu vois tous les chiffres, le data. Il y a data. beaucoup de trucs en sachet aussi, qui sont préparés d'avance dans des chaînes comme ça. À l'époque, c'était ça. Puis c'était plus passionnel. Il y avait plus ça qui était... Fait que moi, on me rentre là pour me dire, faudrait que... comment tu peux faire pour nous aider avec la bouffe? C'est la partie comme ça, c'est un coin de table. Mais j'ai dit, c'est un changement. Si tu décides de faire de la restauration avec tes cages au Québec, c'est un changement qui va être en opération constamment. Tu peux pas juste dire, on va faire un nouveau menu puis on s'enlève. Puis on partait de loin. Et donc, il fallait restimuler la passion en maintenant
la rigueur, tu sais, en maintenant le côté rigoureux de la chose pour que ça soit valable au fil des années. C'est une compagnie publique, tu as un board, t'as du rendement donné. Fait que tu dis, OK, là, si je veux développer de la passion, faut que j'aille sur le terrain. Fait que c'était un moment, moi, charnière parce que je me rappelle être devant tous les opérateurs / franchisés parce que c'était un mix des deux. Les franchisés, c'était souvent les cages loin, là, tu sais, Rimouski, Chicoutimi, Alma, tu sais, tout c'est en périphérie. Qui vendaient des ailes de poulet, puis qui... Depuis 30 ans, qui avait le même modèle bière, événementiel. By the way, j'ai une cuisine, je pense que c'est la porte jaune au fond. C'est une taverne avec la bonne bouffe. Non, moi, j'ai passé mon adolescence, la cage de Valleyfield. C'était comme... The place to be. À Valleyfield, toi? Non, je suis à la Sainte-Thérèse, mais j'ai grandi à Valleyfield, mais c'était un lieu de ralliement où les gens allaient, tu prenais tes 16 ailes de poulet avec céleri. C'était pas cher. C'était pas cher, puis c'était le fun. Checkez pas les ID. Non plus. Fait que ça fait... En fait, je suis rentré là, puis je me rappelle la première fois que j'étais devant en fait, les 200-300 personnes qui étaient à ce congrès-là, puis j'expliquais ce que moi, je pensais à ce moment-là qu'on pouvait faire avec les cuisines d'un cage. Puis en débarquant du stage avec le président, c'était tout le monde venait me voir pour me dire « Chez nous, c'est pas pareil. » C'est ça. Chez nous, c'est pas pareil. Puis là, je me disais « Man, ils ont raison. On peut pas généraliser. Si on se met à faire de la restauration, il faut les prendre, pas un par un, mais il faut comprendre leur... » Fait que j'ai passé 2 ans à faire de la route, à juste faire ça, à les rencontrer, à aller voir leur cuisine, en changeant des choses, mais en allant dans leur réalité, pas juste en leur disant « Venez nous voir en congrès, ça va être sharp. » Il fallait comprendre la réalité, puis là, on pouvait appliquer différemment, du moins s'ajuster. Fait que ça a été un modèle, développer la passion, la cage qui était là parce que de la restauration, ça reste ça, c'est du feeling. Fait que, mais il faut le structurer. C'est pour ça que c'est très, très... Je reviens au couteau à 2 tranchants, là, tu sais. Moi, je suis curieuse de savoir, tu as eu plusieurs restaurants. Bon, tu parlais de ton premier restaurant dans Verdun. Il y a eu le local, il y a eu Cabine M à l'aéroport de Montréal. Il y a eu une cabane à sucre, la Tablée des Pionniers. Exact. Tout ça est parti. Tout ça a soit fermé ou été vendu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se débarrasser d'une business ou d'arrêter? Moi, j'ai accepté les cycles. La Tablée des Pionniers, mes associés, ton bel grand-parent se disait « Écoute, LF, nous autres, opérer ça. » Moi, j'étais sur la Rive-Sud, c'était au Mont-Blanc. Donc, tu sais, pour moi, c'était pas viable. Fait qu'on l'a vendu. Est-ce qu'on a fait de l'argent en le vendant? Pas tant que ça. On a fait de l'argent pendant qu'on la roulait. Est-ce qu'il fallait que j'accepte d'arrêter? Oui. Parce que c'était une conjoncture de... Ça fonctionnait bien, puis ça fonctionnerait encore super bien. Tu sais, on faisait 20 000 clients, 12 fins de semaine. Boum, on fermait. Tu sais, c'était une business rentable, événementielle. Fait que, tu sais, cool à faire, là. Mais faut que tu aies le temps, parce que c'est énergivore. C'est des fins de semaine où tu fais du volume de monde. Fait que faut que tu sois tous les week-ends. Les 12 fins de semaine où les toits dégoûtent. Fait que, tu sais, la minute qui se met à dégoûter un petit peu, là, le monde appelle pour réserver. Puis la minute que ça arrête, le monde arrête c'est fascinant. Fait que, tu sais, il y a tout un côté folklorique aussi à la cabane, mais ça, c'est une super belle étape. Le local, tu sais, on avait beaucoup de restaurants à ce moment-là. C'est une chicane d'associés. Fait que, tu sais, je m'en suis bien sorti parce qu'ils ont été obligés de me racheter, puis je suis sorti de ça, mais j'ai accepté. C'est comme ça que je le prends, moi, parce que c'est des cycles, les restaurants. Des restaurants de 20-30 ans aujourd'hui. Mais tu sais, les Daniel Vizina, Normand Laprise ont leur restaurant depuis toujours. Oui. Puis je me demandais ce qui faisait la différence. Puis il y a des entrepreneurs, cuisiniers, mais qui ont plusieurs projets, des associés. Et, les Daniel puis les Normands, on va parler du toqué, mettons. Il y a le toqué, mais il y a eu ça a été houleux, ça n'a pas été parfait pour Normand. Fait que, tu sais, les gars, ils ont parti des projets à gauche et à droite, ils en ont fermé. Fait qu'on a tous un peu ça. Comme tout entrepreneur, d'ailleurs. Hein? Ben, je pense que oui. La question est bonne parce que, de temps en temps, j'y pense pendant que je te réponds, mais, tu sais, on a tous des erreurs, tu sais. Puis est-ce que, j'aime pas le terme erreur parce que je trouve que c'est des apprentissages à chaque fois. C'est vrai. Je trouve que d'avoir une passion dans la vie, de pouvoir en faire une business, c'est un privilège. Quand t'aimes ce que tu fais, puis ça, je le répète de plus en plus parce que je me rends compte en parlant des jeunes dernièrement, depuis 1 an ou 2, que le moment charnière d'avoir à choisir ce que tu vas faire dans la vie à 18 ans ou à 16 ans, c'est illégal. On ne devrait pas avoir à choisir qu'est-ce qu'on va faire à l'école à ce moment-là, en tout cas, à mon avis. Puis je vois plein de jeunes qui aimeraient ça se lancer en cuisine puis en restauration, qui font
Mais non. Au collège, ils m'ont dit de pas faire ça. Un DEP en cuisine, t'es malade. Moi, je l'ai vécu, ça, il y a 20 ans, puis c'était pas hot, la cuisine, comme ça l'est aujourd'hui. Puis j'étais allé en génie mécanique au cégep. J'ai pas aimé ça. Je suis revenu à la cuisine, je l'ai faite. Mais est-ce que c'est une erreur? Longtemps, je l'ai peut-être qualifié comme une erreur, mais en fin de compte, c'est un parcours, puis j'ai appris, puis il y a plein d'outils là-dedans que j'ai aujourd'hui qui sont non négligeables. Fait que pour moi, ça... Qu'est-ce que tu as appris en génie mécanique qui te sert? Moi, là, j'étais un gars manuel, tu sais. Fait que j'ai fait de la soudure, j'ai fait plein d'affaires. La minute que c'est tombé programmation, alors là, je vais vous rappeler, c'était des écrans noirs écrits en vert fluo. Le DOS, là. Ouais, c'est ça. Comprends-tu? Là, on t'a perdu à ce moment-là. Ils m'ont échappé, bing, de même. Mais, fait que c'est ça. T'as parlé que tu as eu des conflits avec tes associés dans le local, c'est ça? Le thème de notre épisode, c'est pas de chicane dans ma cabane. Donc, on aborde le thème des conflits en affaires. T'es comment, toi, quand il y a un conflit? Tu sais, quand tu te pognes avec quelqu'un pour une raison qui est pas futile, là, pas quelque chose qui se règle en une journée, mais un conflit d'argent ou tout ça, comment tu réagis? Est-ce que t'es du genre belliqueux? Est-ce que t'es du genre, je veux pas le problème, on va le régler? T'es comment? Ça dépend des conflits. Par exemple, quand j'ai eu la séparation avec mon associé à cette époque-là, j'ai appris, parce que j'avais 25-26 ans, on avait 200 employés, c'était gros, on avait gros chiffre d'affaires de plusieurs restaurants Toto ensemble. Fait que j'étais un peu green pour ce moment-là. Moi, je dis toujours que j'ai eu un bac en 1 an, parce que la première injonction que tu reçois avec un pouce et demi d'épais, ta chemise blanche est mouillée là, jusqu'aux hanches, là, ses côtés, tu fais comme, c'est fini, je suis mort. Mon chalet vient de partir. Fait que je vais tout perdre. J'ai tout perdu. Fait que j'ai beaucoup appris à ce moment-là sur le légal. J'étais bien accompagné par des amis qui avocats, etc. Puis j'étais privilégié. Mais c'est un apprentissage, d'être interrogé sur affidavit, des affaires que tu dis. Hey, moi, j'ai fait un cours de cuisine à l'THQ, là, je m'en venais pas être chez Faskin dans le bureau, là. C'était ça, là. J'aimerais ça que tu répondes à ma question quand même. T'es quel genre dans les conflits? C'est mon interrogatoire. J'étais un peu rough, ouais. Fait que j'ai répondu à celle de la deuxième question. Je peux être un peu rough parce que j'étais un peu papaos. Tu sais, je suis un leader dominant. Je prends de la place. Je le sais au fil des années que je suis comme ça. Fait, est-ce que tu es émotif aussi dans un cas de conflit? Je tente de pas l'être. T'sais, on a tous l'émotion qui remonte. Fait que, tu sais, moi, j'ai un entrepreneur avec qui j'ai travaillé à l'époque qui me disait toujours, je vais y penser, je vais te revenir. Parce que souvent, quand tu as des conflits, tu vas répondre la mauvaise affaire à chaud. Fait que je sais, ou tu voulais préciser ta pensée, fait que d'être capable de dire, je prends un pas de recul, je te reviens dans 20 minutes ou dans 2 jours, ta réponse va être 100 fois meilleure. Puis ça, avec le temps, j'ai appris à me tempérer pour dire, hey, sais-tu quoi, je ne l'ai pas à réponse, je te reviens. Ah, mais je vais prendre des notes, là. Mais, puis ça marche avec mes enfants aussi. C'est clair. Puis maintenant que tu t'es réembarqué à la microbrasserie avec d'autres coactionnaires, moi, j'ai un stigma par rapport à ça. J'ai eu un conflit avec un employé. Puis par après, je me suis dit, je pense que je suis pas fait pour avoir des coactionnaires. Je suis pas fait pour avoir des gens en co-gestion. Toi, clairement, tu n'as pas ce stigma-là? Moi, je dois être bipolaire de ça parce que j'aime beaucoup l'idée seul, mais je caresse beaucoup d'être à 2, à 3 parce que je trouve qu'on est meilleur en équipe. Seul, là, oui, il y a une logistique facile, tu avances à ta vitesse. Tu sais, je le vois avec Cheval. Patricia est là, mais c'est moi qui lis la business. Puis c'est devenu une plus grosse business, ce café-là. Ce n'est que vous deux, hein? Il n'y a pas d'autres actionnaires. Non. Puis tu sais, moi, je me disais, ce shop-là, par exemple, je pensais que ça allait être un café qu'elle allait prendre puis gérer. C'était vraiment... Fait que je me disais... Ça va être son petit projet. Oui, ben, elle pensait la même chose, il va le prendre. Ouais. Mais elle m'a pas dit ça. Il a fallu qu'elle me le dise à ce moment-là. Mais je passais sur la 116 qui est la route à Saint-Hilaire, puis là, je me disais, il n'y a pas de café. Puis là, à toutes les fois que je retournais à Boucherville au bureau de la cage, puis il y a eu un local à louer, je l'ai loué, puis j'ai parti le coffee shop. Ça, c'est tu sais, la fibre de passion d'entrepreneur. Tu dis, bang, je le fais, c'est ouvert. T'as vu une opportunité. Exactement. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Fait que là, alors là, je l'ai fait, puis rapidement, 15 employés, 20, là, c'est 25 employés à temps plein, puis c'est 7 jours sur 7. Fait que c'est une machine rentable. Là, mais ça, pour l'amener là, à un moment donné, Patricia a fait, je sais pas comment je peux aider là-dedans. Tu sais, puis elle, dans son cheminement, elle a réalisé que c'était pas ça. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait, tu sais, elle vient, mais à un moment donné, je suis comme, t'es-tu allé, toi, hier? Où? Je fais café, mais pas par mauvaise foi.
Être entrepreneur, c'est ça. Tu sais, moi, le café, je sais, il est ouvert 7 jours sur 7. Je ferme 2 jours par année, le 25 puis le 1er. 25 décembre, 1er janvier. Là, je leur ai dit que c'était fini. Là, le 1er janvier, c'est sûr qu'on va être ouvert l'année prochaine parce que cette shop-là, elle se doit d'être ouverte tout le temps. Les employés font, t'as raison, parce que nos clients vont être contents. Tu sais, fait qu'il y a comme il y a un buzz sur ce petit shop-là, mais celui-là, je le lead plus seul. Puis à quel point tu le leads? Tu sais, t'as l'air occupé, là. À quel point t'es là? À quel point c'est un petit modèle d'affaires, le fun, ça, là. Dans le sens où c'est le matin que ça marche. Tu sais, moi, le matin, je suis pas allé parce que j'ai manqué de temps, là, mais c'est super rare. Il y a des gérants sur place. J'ai du monde qui sont là. OK. Mais tu sais, quand tu as des entreprises, là, des fois, là, 1 heure, là, ils ont l'impression que tu as été là toute la journée. Parce que tu es rentré, tu as fait le tour, tu as parlé à tout le monde, tu as réglé tac, 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 tac. C'est vrai. Ça, moi, time spent dans ta business, il n'y a pas besoin d'être super long tout le temps. Moi, il y a une fille dans un groupe d'échange des employés, elle fait, dans tes résolutions, tu devrais dire, faudrait que tu arrêtes de nous dire, je vais revenir plus tard, parce que je reviens jamais. C'est comme une formule toute faite. Là, ils sont rendus qui rient de moi, mais ils savent, en fait, c'est pas volontaire, je dis ça, mais je vais revenir plus tard, on se reparle. Mais j'ai pas à leur dire que je vais pas revenir. Mais eux autres, ils savent pas si je vais revenir. Moi, je crée un doute, mais je pensais pas à ça. Mais les employés de chez Cheval ont tous le trouble du spectre de l'autisme. Pas tous? Non, OK. non. Mais beaucoup. On en a quelques-uns. Ça doit pas être le même style de gestion que dans un café ordinaire. Tu vois, dans l'histoire, Cheval, on avait beaucoup d'autistes au début, mais tu sais, des jeunes autistes de 15 à 25 ans qui n'ont jamais vraiment travaillé. Tu fais pas fonctionner un café qui a 300-400 coffee cups qui se servent par jour. On a des employés réguliers qui chapeautent tout ça. Puis au fil du temps, on en a, je te dirais, il y en a 4 à 5 à temps plein là, qui roulent là-dedans. Là. Ça varie, up and down. On essaie. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas, il y en a qui sont là de super longtemps. Ils sont tous différents. T'sais. On engageait des autistes un peu pour la mission sociale de l'entreprise. Puis ça s'appliquait pas très bien dans l'entreprise. Okay. Dans le sens où tu peux pas juste les laisser flotter dans un coffee shop. Ouais. Faut qu'ils travaillent. Puis là, moi, je me sentais pas bon avec eux autres. Je me disais... Surtout que c'était là juste le matin. Ouais, en plus. Non, mais c'est parce que ça, il faut le dire, ça a démarré avec Benjamin. Lui attendait vraiment qu'il revienne. Ça a démarré avec Benjamin, qui est le fils de Patricia. Ouais, c'était aussi pour le faire travailler. Entre autres. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a tenté par toutes sortes de moyens de rendre ça super concret pour eux. Puis la seule façon, puis pour la business, pour moi, de le rendre réel, puis que ça dure dans le temps, d'avoir des jeunes différents, c'était qu'ils soient intégrés comme des employés réguliers. Que tu sois autiste ou pas, autiste, tu vas travailler moins longtemps dans ta journée, mais tu vas travailler ces mêmes affaires avec le même monde, puis il n'y aura pas des feuilles ces murs pour les gens différents, puis il n'y aura pas des name tags pour des autistes. T'es dans le staff, t'es payé, tu travailles, par exemple. Moi, Benjamin, il rentre, il mange 3 chocolatines, ben tu punches pas, man. Ça, c'est le pire employé, c'est la famille dans la business. Fait que là, pour moi, c'est un apprentissage parce que quand on a arrêté de dire on les met dans une bulle, les autistes, ça a facilité tout le monde. C'est moins de pression pour le staff existant de chouchouter des employés différents. Tu sais, veux pas, des employés, ils regardent le travail à faire, le taux horaire, l'argent qui est dans leur poche à la fin de la journée. Quand tu as un autiste à t'occuper puis ça ralentit ta job puis tu te trouves moins bon, ben c'est pas bon pour l'écosystème. Fait que là, ils sont intégrés normalement, puis eux autres se sentent meilleurs à la fin de la journée. Oui. Avez-vous établi une orientation pour les autres employés, comment travailler avec les personnes sur le spectre? Je demande parce que dans la communauté tech, depuis très longtemps, on embauche des personnes sur le spectre pour faire du debugging, code évaluation. J'en ai engagé beaucoup d'ailleurs. Absolument. Et ça demande une certaine formation et orientation pour les autres personnes sur comment intégrer ces gens dans l'équipe. Il y a une sensibilisation à faire. À faire. Alors, comment est-ce que ça est arrivé chez vous? Ben, ça s'est fait progressivement parce que au début, on a eu beaucoup d'employés, comme je disais. Fait que ça a fait un choc. Parce que là, tu sensibilises. Là, on avait le centre d'emploi qui venait pour aider les autres. C'était comme c'était trop compliqué, puis ça rendait ça inefficace. Fait que là, on a sorti. Là, tout le monde pensait qu'on avait plein de subventions pour ça. Tu sais, on a tellement regardé, ça valait même pas la peine en temps d'opération pour nous autres, en gestion, pour aller chercher des subventions. Ça me coûtait plus cher que d'avoir pas de subvention. On arrête ça, on les paye normalement, puis ils vont avoir un meilleur rendement, puis on roule, on est efficace. Assurons-nous d'avoir un bon modèle d'affaires. Exact. Fait que c'est là-dessus qu'on est tombé vite. Puis pour le staff, ben ça s'est fait progressivement parce qu'on dirait que quand tu rentres, tu es un nouvel employé, puis tu vois des jeunes autistes travailler avec nous autres, ben rapidement, tu t'intègres toi aussi comme employé régulier avec eux. Fait que c'est un two-way relationship. Là, ils apprennent. C'est très, très bon des deux côtés. Là. Ben, merci beaucoup, François Marcotte.
C'est tout, mais ça fait une demi-heure. Non, mais ça n'a pas fait mal, puis j'aimais ça. C'était super intéressant. J'aimais ça, vous autres. On va te réinviter. J'aimerais ça. OK. Tu pourrais même devenir un dérangeant. J'aimerais ça aussi. Ben, t'as des croûtes à manger, là. Ouais, je dérange pas encore assez. T'as pas les attentes trop élevées, Catherine. Avant de dire à Mèche, merci. Merci, puis bonne chance dans tes nombreux projets. Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, je vous demande à tous les trois, est-ce que vous avez des talents de futurologue? C'est-à-dire, bon, il y a eu le micro-ondes dans les années 80, il y a eu l'Internet à haute vitesse, Dieu merci, qui est arrivé dans les années 2000, parce qu'avant, c'était vraiment long. Si je vous demande de prédire un peu, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que tout le monde va avoir à la maison? Là, on parle vraiment d'un élément de masse, là, mainstream. Moi, j'ai déjà en tête le air fryer, mais est-ce qu'il y a autre chose à laquelle on ne pense pas? Il y a innovation et innovation, là. Faut pas capoter non plus. Mais moi, j'ai une liste, j'ai une liste de trucs. Évidemment, l'intelligence artificielle va rentrer dans nos maisons. Déjà, juste les assistants vocaux. Actuellement, ce qu'on a comme réponse, c'est souvent un résultat de site web ou quelque chose qui vient d'une base de données. Mais avant, d'ici 2-3 ans, là, ça va être l'intelligence artificielle qui va nous bâtir les réponses. Puis ça, la transition va être assez rapide. Tout ce qui est transport autonome, on va voir ça dans les villes, sur les autoroutes d'ici 2-3 ans, dans les villes 3-5 ans. Le REM, le futur REM n'aura pas de conducteur, donc c'est déjà autonome. C'est sur rail, c'est plus facile, mais quand même. Voiture juste électrique. un peu plus facile. Ben, je sais, mais quand même. Mais entre autoroutes, là, c'est déjà facile pour les ordinateurs de conduire du point A au point B sur les autoroutes. Ça se fait déjà aux États-Unis dans plusieurs villes. Voiture électrique, d'ici 10 ans, la majorité des ventes vont être des voitures électriques, donc ça c'est déjà là. Beaucoup plus d'électricité solaire aussi. Au Québec, on est habitué à l'hydroélectricité, mais le solaire va prendre encore plus de place. Ça va être comme la norme, tout le monde va avoir des panneaux solaires? Parce que là, on parle de quelque chose de masse, là. Détruis pas mon argumentaire. Les robots dans les maisons. Ça sera pas de masse, mais il va y avoir des robots dans les maisons pour nous assister dans les tâches ménagères. Ils vont venir nous servir à souper. Ils vont venir faire ta sauce à spaghetti avec ta recette. C'est ça que Carlo, il dit. OK. Non, mais tu sais, écoute, dans les années 80, je rêvais d'avoir un robot. Fait que peut-être finalement, ça va arriver. Le seul robot qu'on a, c'est des balayeuses, puis ils font même pas la job comme du monde. OK, qui dit mieux? Moi, je pense qu'on va assister à une technologification, je sais même pas si c'est un vrai mot, de tous les appareils électroménagers qu'on a. On va avoir des frigidaires beaucoup plus intelligents qui vont être capables de nous avertir quand des aliments sont plus bons, des choses comme ça. Des laveuses qui sont beaucoup plus efficaces. Déjà, on a des laveuses qui sont sur le Wi-Fi, mais je pense qu'on va aller plus loin en termes d'intelligence. Même chose pour les fours, des choses comme ça. Tous les appareils qu'on sert tous les jours, on va voir une implantation de technologie beaucoup plus forte que ce qu'on a en ce moment. Pour ce qui est de l'électrification des véhicules, ces choses-là, je pense que ça va continuer, mais à un moment donné, ça va atteindre un certain plateau parce qu'on a quand même le problème de faut les recharger. Ces véhicules-là, ça prend des bornes, etc. Donc là, on est dans une mode, c'est il y a des crédits d'impôt. Je pense que ça va s'estomper un peu, mais ça va continuer d'aller en grandissant. T'oublies quand même la crise climatique, mais continue, vas-y. Oui, mais à part ça... Au-delà de la mode des subventions, il y a quand même un enjeu il y a des climatique. batteries dans ces voitures-là. On ne sait pas encore comment ça va être néfaste là, pour l'environnement. Exact. Il y a des enjeux, mais elles vont toutes être recyclées, ces batteries. Pas plus tard que ce matin, Hydro-Québec disait que s'il y avait 5 millions de plus de véhicules électriques, il y aurait de la misère à subvenir à la demande en électricité. Fait, c'est pas quelque chose qui va changer demain matin. Là. 10 ans. Noah? Ben, merci à Carlo et Alex d'avoir déjà nommé tous les buzzwords. Ça passe bien. Cloud, HD, 360. T'oublies Catherine et son air fryer. Mais je vais nommer quand même quelque chose de concret qu'on va tous avoir dans la maison d'ici 5-10 ans. Et ça va être une casquette de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Tu penses? Ah, je garantis. Oui. Là, on vend sur le... Là, aujourd'hui, on voit des ventes de à peu près 10 millions d'unités par mois des appareils de réalité virtuelle ou augmentée à travers le monde. Alors là, pour aujourd'hui, ce ne sont pas des chiffres très élevés qu'on pense à la population mondiale, mais imagine quand le prix va descendre un peu, imagine juste une augmentation de production. Et là, d'ici 5-10 ans, je vous garantis, on va avoir un outil de divertissement qui est dans la réalité virtuelle.
OK, j'ai hâte de voir ça. On s'en reparlera dans 10, 10 ans. 15 et 20 ans. As-tu Exactement. un air fryer? J'ai un air fryer. Et c'est la vie? Oui, mais c'est moins la vie qu'on me l'avait dit. OK. C'est super intéressant, mais j'utilise le four encore. C'est maintenant le temps de notre CA. Le thème « pas de chicane dans ma cabane ». Ça veut dire que souvent en entreprise, surtout quand on est un des dirigeants, on peut avoir des conflits, que ce soit avec des associés, que ce soit avec des employés, des sous-traitants. Et je me demande si c'est possible d'avoir une entreprise sur le long terme sans avoir de conflits. Est-ce que vous en avez déjà vécu des conflits majeurs ou est-ce que vous êtes déjà chicané avec des employés? Ben, je pense que tu as raison. Ça peut pas arriver zéro conflit. Je pense qu'on est des humains, la société étant ce qu'elle est. Puis, de toute façon, dans les familles, il y a des conflits. Dans les entreprises, il va y en avoir. Puis quand il y a de l'argent en jeu, c'est clair qu'il y a des conflits, partout, même dans les familles. Donc, moi, j'en ai vécu. Il y en a un qui a été fondateur dans ma carrière d'entrepreneur. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, mais j'ai eu un conflit avec une employée clé qui se pensait actionnaire. C'est injonction de la Cour supérieure contre elle. Ça a duré 12 mois. Ça m'a coûté 30 000 Wow. d'avocat que j'avais pas. Je venais d'avoir mon premier enfant. Puis je me souviens encore d'un moment où je marchais puis avec ma femme puis mon garçon, on marchait dans la rue puis je disais, sais-tu quoi, Isabelle? C'est ça ma vie. Je l'accepte. Je l'accepte que comme entrepreneur, ça peut arriver. Je veux plus que ça arrive là, parce que ça a été une année de marde. Mais ça use quand même. Ça use, c'est stressant, c'est stressant. Si c'était juste pour moi, c'est pas le fun, mais ça use la famille, c'était vraiment pas le fun. Mais je tenais à faire le statement pour moi puis pour ma famille que, by the way, c'est ça ma vie. Ça pourrait revenir. Tu as demandé un peu plus tôt à Louis-François Marcotte, il était comment dans une situation de conflit? Toi, t'es Ouais. comment? Moi, j'ai pas deux visages là, dans le sens négatif, mais j'ai deux angles. Le premier, moi, je cherche pas les conflits, j'aime pas beaucoup les conflits. Je suis vraiment capable de dire réglons. Même quand je suis en colère, moi, je veux régler. J'ai pas de. Cela dit, quand l'autre veut pas régler, ben, je fais ce qu'il faut faire. Donc, j'attaque s'il faut attaquer. Puis, je l'ai vécu. J'ai un autre exemple qui est très très récent. Là, il y a quelques semaines à peine, avec un employé clé encore. Puis, je vais pas aller trop dans le détail pour pas identification, mais un employé clé que je me rends compte que cette personne-là fait de la double facturation. Tu sais, je paye 2 fois de 2 façons différentes son remboursement de dépenses. Ouais. C'est 5 000 €, OK? Fait qu'on comprend que c'est en Europe, mais c'est 5 000 € de dépenses. L'argent, c'est beaucoup 5 000 €, mais c'est pas tant que ça là, sur un chiffre d'affaires. Quand je l'ai su, puis c'est quelqu'un que j'estime encore aussi personnellement beaucoup, mais quand je l'ai su, pour moi, c'était blanc ou noir. Ce qui est dur dans tout ça, puis je sais pas si les gars, vous l'avez vu comme ça, mais il y a des relations comme ça qui se terminent, mais il n'y a pas de bonne façon de terminer ça. Puis tu sais jamais si ça va mal finir. Fait que tu peux pas laisser la chance à l'autre de faire du trouble. D'envoyer des courriels avec le courriel de la compagnie ou d'avoir accès à des fichiers. Fait que tu dis, regarde, notre collaboration arrête maintenant. Tu fermes le Zoom. 2 minutes après, il reçoit une lettre officielle. C'est pas d'un avocat dans mon cas, mais c'est une lettre officielle de Carlo qui dit, ça arrête. By the way, tes comptes sont coupés. Puis les comptes étaient coupés 2 minutes après. Mais ce que ça fait, c'est que ça brise des relations. Mais ça, il faut être prêt à ça parce que je ne sais pas si je vais reparler un jour à cette personne-là que j'estime beaucoup. Je le comprends. Lui est blessé pour ces raisons que je comprends humainement. Moi, je suis blessé comme entrepreneur, mais il faut fermer ça. Je ne crois pas à la douceur dans ces cas-là. Noah, toi? Je dirais que j'ai vécu beaucoup de chicanes dans les entreprises et dans mes anciens projets d'affaires. Moi, j'avais lancé en affaires pour la première fois quand j'avais 21 ans. Et là, j'étais vert. Je n'avais aucune idée quoi faire. Je me suis associé avec une amie où on organisait tous les deux des événements. Et ils disaient, hey, on va se lancer en affaires, avoir une entreprise d'événementiel. Ni un ni l'autre savaient comment gérer une entreprise, comment faire de la comptabilité, comment aller chercher des clients. Et après très peu de temps, ça commençait à aller mal parce qu'on avait toutes les promesses qu'on avait faites au tout début. Rien n'était réalisé. En regardant ça plusieurs années plus tard, en repensant à cette situation plusieurs années plus tard, ce n'était pas la faute de personne, c'était juste on était tous les deux très immatures. Mais ça arrivait souvent et je réponds sur ce que Carlo avait dit que comme le dirigeant propriétaire d'une entreprise, faut penser à ça autrement parce qu'il y a des vraies conséquences dans la vie, des conséquences légales, des conséquences financières. On peut pas prendre pour acquis les problèmes que ça peut causer pour notre vie parce qu'un employé peut appeler le CSST, faire plainte après vous, une associée peut vous tenir en cours pendant des années et des années à des coûts inexplicables.
Et là, c'est juste une question de gérer les personnalités. Alors, il faut mettre en place des mesures pour vous protéger. Quand c'est le temps de faire une séparation, il faut devenir vraiment froid dans le sang et de juste vraiment traiter ça d'une façon très légale et formelle. Et moi, j'ai le problème d'être un peu trop direct dans mon façon de parler. Je dis ce que je pense, j'ai des grandes opinions et je peux prendre beaucoup de place dans un partnership aussi. Mais je dirais que j'ai vécu beaucoup de problèmes dans mes années vingtaine, dans mes deux premières entreprises. Là, j'ai appris. Et comme Louis-François Marcotte avait mentionné, j'avais appris à prendre du recul. Le moment que je sens un peu de feu dans mon sang et le moment que je suis prête à vraiment se lancer en guerre avec quelqu'un devant moi, j'arrête, je dis non, merci, bye-bye, et je prends une marche 20 minutes, quelques jours, le temps que ça prend, parce que faut vraiment donner le temps d'avoir un peu plus de perspective sur l'autre personne. C'est une autre humaine qui a leurs propres problèmes, leurs propres défis dans leur vie. Ouais. Alors, il y a toujours des raisons, mais une entreprise, c'est une entité légale. Et vous avez besoin de vous protéger dans n'importe quelle chicane avec un associé, un employé ou n'importe qui d'autre, même avec les clients. Alex? Moi, je pense que si tu n'as jamais de conflit, tu te fais abuser d'une façon ou d'une autre. Je pense que les conflits sont c'est une façon de mettre ses limites. C'est une façon de mettre ses limites. Puis il y a deux types de conflits pour moi. Tu as les conflits personnels, humains, puis tu as les conflits qui impliquent de l'argent. Quand ça implique de l'argent, les gens changent du tout au tout. Leur rationnel est totalement différent. Ouais. Fait que pour moi, depuis longtemps, j'ai appris que quand il y a de l'argent impliqué, on fait des contrats, on fait des papiers. Tu sais, je pense qu'en business, il y a un papier, si tu as des actionnaires ou des partenaires, la convention d'actionnaires, là, c'est la chose là, qui devrait être faite la première. Puis je te dirais que 75% des entreprises à qui je parle n'en ont même pas parce que non, c'est mon chum, on se connaît depuis 20 ans. Pour vrai, encore aujourd'hui? Ah oui. Je pensais que c'était acquis, moi. C'est comme un mariage. Il faut que tu gères ton divorce avant de te marier. Oui, puis il y a une couple d'années, il y avait une pub des notaires qui disait c'est le temps de gérer la crise avant qu'elle arrive. Parce que quand tu veux te divorcer, là, c'est fini. Là, tu l'aimes plus, tu n'es plus de bonne humeur, puis c'est pas le temps de dire on va s'entendre, tu sais. Fait que la convention d'actionnaire, c'est le papier, selon moi, qui est le plus important. Il devrait être obligatoire quand tu te mets en partenariat avec quelqu'un. Ça, c'est les actionnaires, mais il reste quand même, tu sais, il y a des employés. Oui. Là, quand ça fonctionne pas avec les employés, des fois, il y a des gens qui ont peur de parler, de dire la vérité. Êtes-vous des gens directs ou vous passez par d'autres personnes pour faire passer vos messages ou pour éviter les conflits? Moi, je suis pas de genre à éviter les conflits. Mais par contre, il y a une question de diplomatie aussi. Tu peux pas à un moment donné te chicaner avec tout le monde. Puis on a deux oreilles et une bouche. Là. Je me suis fait dire ça depuis la petite école. Là. Mais c'est vrai. Souvent, il faut écouter ce que la personne dit. Puis pas écouter avec une oreille de « je prépare ma réponse ». C'est vraiment entendre le message que la personne dit pour avoir un vrai dialogue. Après ça, bon, si ça escalade, ça escalade. Mais je pense que les conflits, ça se gère. Puis ça se prépare surtout. Oui, puis tu n'as pas le choix comme entrepreneur de gérer ça comme bon père de famille. Il faut que tu sois au-dessus de la mêlée. Sinon, si tu es pris dans un conflit avec ton employé, là, tu te mets au même niveau puis ça marche pas. Je parle pas de niveau hiérarchique, mais je parle tu régleras rien. Là. Ouais. Tu sais, faut être le... Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil quand mon enjeu est arrivé il y a déjà 15 ans là, avec la dame en question, la personne. Puis c'était un client bien éloigné, on se connaissait pas, puis elle m'a dit « Carlo, j'ai un conseil à te donner. Mieux vaut une mauvaise entente qu'un bon procès. » Essaie de régler. Puis ça m'est toujours resté, je trouve ça le fun, ça, parce que c'est pas le fun, mettons, de donner de l'argent à quelqu'un qu'on haït. C'est pas le fun de vouloir régler puis de dire on se serre la main, t'es fâché contre la personne. Mais t'es mieux ça que même gagner un procès, parce que tout le trouble, l'argent, les inconvénients, tu seras pas gagnant à la fin de toute façon. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qu'ils vont aller jusqu'au bout juste pour prouver qu'ils avaient raison. Absolument, ouais. Fait que l'orgueil, c'est pas bon pour un entrepreneur? Pas du tout, non. En tout cas, sur le plan des conflits? À un moment donné, il y a un adage qui dit qu'un avocat d'un village, c'est pauvre, puis 2 avocats d'un village, c'est riche. mais c'est vrai. T'sais. Quand tu rentres les avocats, les deux, à un moment donné, il faut prendre du recul puis dire, ben là, regarde, pour prouver mon point, là, j'ai dépensé 60 000 $, toi aussi. Peut-être qu'on aurait pu s'asseoir, se faire un chèque de 50 000 puis ça aurait été réglé. Tellement. Et même pour les chicanes, il faut évaluer ça comme une décision d'affaires. Ça va me coûter X nombre d'argent, X nombre de temps pour régler cette affaire dans les cours, dans les processus, ou je peux juste payer quelqu'un une somme d'argent. Et les gars, je vous demande, avez-vous une limite minimale avant que vous allez se lancer en cours ou... Non.
Non, je pense que chaque cas est différent. Moi, je ferais pas de guerre pour 5 000 $ ou pour 10 000 $. Exactement. Je dis pas aux gens de me frauder pour 5-10 000 là. Mais moi, je vais être fatiguant en maudit, par exemple. Oui. Ben, ça dépend de ce que tu dis. Par exemple, j'ai un compte là. payable que les clients payent pas. Je vais pas nécessairement aller en cours, mais je vais peut-être envoyer un huissier à tous les mois. Je vais être fatiguant un peu à un moment donné. Mais aller en cours, pour 5 000 $, c'est sûr que tu perds ton argent. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Puis là, t'as raison, mais t'as rien accompli, là, tu sais. Même si la cour des petites créances ou la Parce cour... que même si c'est un l'argent. jugement, il faut encore que tu regardes de le faire exécuter. Exact, parce que c'est pas criminel. T'sais. Non. Fait que, Puis les conflits internes aussi, ça, c'est un autre enjeu. Moi, je tolère pas ça, les conflits internes dans mon entreprise. On est une petite équipe de 10, là. Vous avez un conflit, comme réglez-le, s'il vous plaît. Là. Passez à autre chose ou gérez-le, votre conflit, en dehors des heures de travail, mais ça m'intéresse zéro. Puis ça se peut que je te mette à pied si tu règles pas ton conflit. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Moi, je crois beaucoup, le chemin doit être aussi agréable que la destination. Fait que si le chemin n'est pas agréable pour toi, parce que tu es en conflit, ou pour les autres, parce que tu es en conflit, c'est plus le bon match. C'est ça, parce que les conflits, en effet, sur toute l'entreprise. Dès qu'on commence à avoir un débat avec un employé ou quelques employés, un associé, un client, ben moi aussi, j'ai une petite équipe et ça a un effet sur le comportement des employés, ça change notre culture à l'interne et ça peut arriver que tous les employés décident de me quitter et là, je suis complètement perdu, j'ai rien à faire. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Moi aussi, je vois de temps en temps les employés qui me disent je ne veux pas travailler avec telle personne. Mais nous sommes une équipe de 5 personnes. Il faut travailler avec cette personne. On n'a pas de mur, c'est un espace ouvert. Alors, faut mettre, et c'est ça qu'on sous-estime, le temps qu'on doit mettre à gérer les chicanes entre les employés, gérer les personnalités. Et quand on embauche une personne et on les intègre dans une petite équipe, il faut bien gérer ça dans un premier temps parce que ça peut aller dans tous les sens. Mais on n'a pas à gérer tous les conflits non plus. Hein. Les conflits qu'on voit. Oui, c'est ça. Ah, mais moi, je faisais ça avant. Je m'impliquais dans tous les petits conflits. Ça, c'est comme quand mes filles viennent me voir. Là. Elle a pris ma Barbie. Non, rangez ça entre vous autres. Là. Des conflits de deux employés qui s'aiment pas, jusqu'à temps que ça devienne problématique jusqu'à un certain niveau, là, qui gèrent ça ensemble. Sinon, à chaque fois qu'il y a le moindre conflit, ils viennent te voir. Ça revient à papa. Ça, pour ça, d'accord. Puis on a la responsabilité, je pense, comme employeur, elle est double. C'est l'employé qui vient te voir et dit « J'aime pas ça travailler avec telle autre personne ». Faut garder ça en arrière de notre tête aussi pour dire il y a peut-être des bonnes raisons. Faut pas juste dire. En fait, faut le garder en tête parce que peut-être il y a un deuxième qui va venir dans 3 mois, puis tu fais il y a peut-être vraiment un problème avec cette personne-là. Puis en même temps, il faut mettre des règles claires avec tout le monde que le conflit n'est pas toléré ou que le respect doit être là en tout temps, etc. Puis on doit être le leader de ça. Mais on peut pas être le leader de ça si on se met à sacrer après le monde à chaque 2 minutes parce qu'on n'est pas content. Il faut qu'on montre l'exemple. C'est vraiment comme un bon père de famille. Tu peux pas dire à tes enfants « sac pas » si t'entends sacrer 23 fois par jour. Tu peux pas dire à tes enfants « faites pas de chicane » si toi, tes parents te voient fâchés contre le monde ou à ton téléphone à tous les jours. Mais c'est ça qui est dur parce que c'est humain comme job. Là. On gère des humains, on gère une business qui vient nous chercher dans nos tripes. C'est là le plus grand défi, je pense. Ben merci à vous 3. Ça a été fort constructeur. Et c'est déjà tout pour notre épisode des Dérangeants. Ça a passé vite. Ben oui, comme en ça. bonne compagnie, ça passe toujours vite. Ben voilà. Puis on remercie notre invité, Louis-François Marcotte. Merci à la maison d'avoir été à l'écoute. Et évidemment, je vous remercie mes 3 dérangeants, Alex, Noah et Carlo. Et c'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!